Nous pourrons tenir environ 5 minutes. C'est tout ce que nous pouvons faire. Cet avion affronte la pluie battante et les vents hurlants sur son chemin vers New York, ce qui en soi n'est pas exceptionnel. Mais les pilotes à bord volent avec un énorme nœud dans l'estomac, car la situation dans laquelle ils se trouvent maintenant est tout sauf normale. Restez à l'écoute. L'espace aérien autour de la ville de New York est l'un des plus chargés et des plus complexes au monde. Avec 3 grands aéroports internationaux à quelques kilomètres seulement les uns des autres, puis 35 autres petits aéroports dans les environs, le système a été développé pour maintenir un flux de trafic aérien efficace et sûr dans la région, ce qui en fait essentiellement la 8e merveille du monde. En fait, ce système fonctionne si extraordinairement bien que presque rien ne va jamais mal. Presque jamais. L'équipage et les passagers du vol Avianca 052 par une journée hivernale en 1990, n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point de devenir l'exception à cette règle. Avianca est la compagnie aérienne nationale de la Colombie et la 2e plus ancienne compagnie aérienne en activité continue dans le monde après la néerlandaise KLM. Dans les années 80 et début des années 90, Avianca exploitait une flotte composée de 3 modèles de Boeing, le 747 assurant les vols long courriers, le 727 pour les courtes distances et pour les trajets de moyenne portée, ils utilisaient le Boeing 707, déjà considéré comme obsolète à l'époque. Le 707 à 4 moteurs, un avion de ligne étroit, a été le premier véritable jetliner américain à connaître un grand succès lorsqu'il est entré en service en 1958, que j'ai d'ailleurs présenté sur ma seconde chaîne Mentour Now. Malgré le caractère révolutionnaire du 707 à sa sortie en 1990, il était considéré comme quelque peu dépassé. Avianca exploitait le 707320 Charlie, qui était la version à la plus longue portée avec une portée de plus de 6000 milles nautiques. Cela en faisait l'appareil idéal pour les 4 vols quotidiens directs d'Avianca de la Colombie à l'aéroport international John F. Kennedy de New York. Parmi ces vols, 3 partaient de Bogota et 1 de Medellín, et celui-ci, celui de Medellín, avait le numéro de vol 052. L'après-midi du 25 janvier 1990, 3 pilotes et 6 membres d'équipage préparaient donc leur 707 pour le décollage de Medellín après un court trajet d'1 heure depuis Bogota. Le commandant de bord du vol était un capitaine de 51 ans qui volait pour Avianca depuis 1962, période pendant laquelle il avait accumulé une large sélection de qualifications de type et 16 787 heures de vol, dont environ 1500 sur le 707. Le copilote avait 28 ans et totalisait 1837 heures de vol, dont seulement 64 sur le 707. Il y avait donc une grande différence d'ancienneté entre les deux. En fait, le commandant de bord avait rejoint Avianca seulement 3 mois après la naissance du copilote. Et enfin, le 3e membre de l'équipage de vol était un ingénieur de vol de 45 ans qui était en réalité le plus expérimenté sur ce type d'appareil, avec 10 134 heures de vol au total, dont 3000 sur le 707. Aucun des membres de l'équipage de vol n'avait de traces de difficultés de formation, mais selon les normes modernes, la qualité de la formation elle-même à l'époque aurait été considérée comme assez désuète. En 1990, Avianca n'instruisait pas encore ses équipages sur les principes du gestion des relations avec la clientèle, la gestion des ressources de l'équipage, qui est l'ensemble des stratégies utilisées par les pilotes pour s'assurer de bien exploiter les connaissances, opinions et consciences de chaque membre d'équipage. En plus de cela, il y avait également des problèmes de maîtrise de l'anglais parmi de nombreux pilotes chez Avianca. Et apparemment, le commandant de bord de ce vol ne parlait pas suffisamment anglais pour se sentir à l'aise en parlant aux contrôleurs aériens américains, ce qui allait bientôt jouer un rôle ici. De retour à l'avion, les pilotes n'auraient pas eu besoin de consulter le journal technique puisqu'ils l'avaient déjà fait en début de service à Bogota, s'agissant d'un arrêt en cours de route. Mais il savait, d'après le vol précédent, que cet avion de 22 ans avait un certain nombre de problèmes techniques reportés potentiellement importants. Plus significativement, le pilote automatique était signalé comme inopérant, ce qui en soi n'est pas vraiment un problème. Nous, les pilotes, sommes capables de piloter manuellement l'avion si nécessaire, mais cela signifie que la charge de travail pendant le vol serait plus élevée, surtout lors d'un vol vraiment long comme celui-ci. De plus, l'équipage du vol précédent avait aussi signalé un dysfonctionnement des directeurs de vol en mode d'approche. Le directeur de vol est une superposition sur les affichages de vol principaux qui indiquent aux pilotes comment voler afin d'atteindre une trajectoire de vol spécifique souhaitée.
Lors d'une approche instrumentale manuelle, le directeur de vol peut être réglé sur le mode d'approche pour aider le pilote à suivre la descente et localiser les signaux du système d'atterrissage aux instruments. Sans pilote automatique ni directeur de vol en mode d'approche, une approche ILS devrait être effectuée en utilisant des données brutes. Cela signifie que le pilote doit maintenir le cap et la trajectoire en se référant uniquement à une paire d'indicateurs de déviation montrant approximativement la distance entre l'avion, la pente de descente et le localisateur. Maintenant, effectuer une approche ILS avec des données brutes est quelque chose que nous faisons rarement car cela augmente beaucoup la charge de travail et donc aussi la difficulté. À Medellín, l'équipage de cabine a aidé à embarquer les derniers passagers, portant le nombre total de passagers à 149 plus les 9 membres d'équipage. Et pendant que l'équipage de cabine faisait cela, l'équipage de vol a reçu les documents d'expédition et le plan de vol de l'expéditeur Avianca. Ce plan de vol indiquait Boston comme leur aéroport alternatif au cas où ils ne pourraient pas atterrir à JFK. Il incluait aussi une répartition du carburant requis pour le trajet. Les exigences d'Avianca stipulaient que le vol devait avoir assez de carburant pour le trajet vers la piste, le décollage et le vol jusqu'à destination. Faire une approche manquée, voler vers Boston, maintenir 457,5 mètres pendant 30 minutes puis atterrir. Tout cela plus le carburant de réserve équivalent à 10% du temps de vol total entre Medellín et New York. Cela signifie que pour le vol de 4 heures et 40 minutes à destination de New York, un minimum de 6 heures et 8 minutes de carburant était en réalité nécessaire, et cela représente environ 73 930 livres. De plus, pour une sécurité accrue, Avianca avait pour politique d'ajouter du carburant supplémentaire au-delà du minimum jusqu'à ce que l'avion atteigne son poids maximal au décollage pour la piste prévue. Ainsi, avec un décollage prévu depuis la piste 36 à Medellín, l'équipage de vol a pu embarquer un total de 82 000 livres de carburant, dont 1 500 seront brûlés pendant le taxi, ramenant l'avion à son poids maximal au décollage. Du point de vue de l'équipage, ils avaient embarqué bien plus de carburant que nécessaire et pensaient donc probablement être largement prêts à faire face à n'importe quel imprévu qu'ils pourraient rencontrer. Cependant, malgré cela, ils n'avaient aucune idée de la véritable gravité de la situation qui se développait maintenant à leur destination. Maintenant, avant de plonger plus profondément dans cette histoire, je veux prendre un moment pour parler de quelque chose que je trouve un peu frustrant. Vous voyez, mon travail m'amène partout dans le monde, que ce soit pour cette chaîne en tant que pilote ou en vacances. Les voyages font une grande partie de ma vie. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, je suis aussi un grand fan de hockey et diffuser des matchs est difficile en déplacement lorsque mes services de streaming sont géobloqués à mon domicile. Et j'ai aussi l'impression que certains d'entre vous pourraient être intéressés par la saison de course qui vient de commencer. C'est là qu'intervient NordVPN, le sponsor d'aujourd'hui, à la rescousse. Avec des serveurs dans plus de 60 pays différents, NordVPN me permet généralement de regarder les matchs en direct de partout dans le monde et de suivre mon équipe préférée en temps réel. Plus besoin de flux douteux, d'attendre des résumés ou d'éviter les spoilers. Mais NordVPN va au-delà du streaming. Rechercher des incidents aéronautiques signifie également fouiller divers sites dans les coins sombres et profonds d'Internet. La protection contre les menaces pro de NordVPN inclut maintenant un indicateur de sécurité de recherche qui aide à identifier les sites web potentiellement dangereux. C'est une grande aide pour empêcher les sites web malveillants d'accéder à mes données personnelles, ce qui me rassure pendant mes recherches. Aujourd'hui, NordVPN a une offre fantastique pour vous, mes téléspectateurs. Si vous vous inscrivez à leur plan de 2 ans en utilisant le lien dans la description ci-dessous ou ce QR code ici, vous obtiendrez 4 mois supplémentaires gratuitement et vous soutiendrez également directement cette chaîne. De plus, leur garantie de remboursement de 30 jours signifie qu'il n'y a pas vraiment de risque à les essayer. Merci NordVPN pour votre soutien. Maintenant, retournons à l'histoire. Vous voyez, ce jour-là, un grand système de basse pression était positionné sur l'ensemble du nord-est des États-Unis, générant un brouillard bas et couvert, des précipitations et des vents forts tout le long de la côte est jusqu'au Canada et à l'intérieur des terres jusqu'à Chicago et au-delà. Avec des conditions prévues pour s'aggraver encore plus tard dans la journée, les spécialistes de l'administration fédérale de l'aviation au centre de contrôle du flux central à Washington DC avaient commencé à discuter de la manière de gérer la situation tôt ce matin-là, bien avant même que le vol Avianca 052 ne décolle de Medellín.
Le centre de contrôle du flux central, ou contrôle du flux pour faire court, est le centre nerveux du réseau de trafic aérien américain, déterminant comment l'espace aérien des États-Unis est utilisé à un niveau macro. Le travail principal du contrôle du flux est de s'assurer que la demande correspond à la capacité des grands aéroports américains en temps réel, alors que les conditions fluctuent. Maintenant, pendant les périodes de mauvais temps, le nombre d'avions qu'un aéroport peut accepter diminue, car une faible visibilité peut empêcher l'utilisation de certaines pistes ou des vents forts peuvent forcer les contrôleurs à augmenter l'espacement entre tous les avions en approche, et cela signifie que le nombre de vols en route vers cet aéroport doit également diminuer ou certains d'entre eux ne pourront pas atterrir, et c'est là que le contrôle du flux intervient. Lorsque la capacité d'un grand aéroport est réduite, le contrôle du flux met en place ce que l'on appelle un programme pour répondre, et une façon de le faire est d'ordonner une retenue au sol pour les avions à destination de l'aéroport affecté, retardant ainsi le départ de ces avions afin que la capacité à destination ne soit pas dépassée. Maintenant, pour les passagers, ces retards peuvent être très frustrants, mais il est beaucoup mieux de retenir les avions au sol que de causer des retards en route, ou même des déviations. Le jour de cette histoire, le contrôle du flux savait dès le début que des programmes restrictifs devraient probablement être mis en place pour toute la région de New York, car les conditions prévues plus tard dans la journée devaient tomber en dessous des minimums d'atterrissage dans les principaux aéroports de la région, y compris JFK. Mais pour comprendre comment cela a affecté l'histoire du vol 052, nous devons également expliquer comment le système de contrôle du trafic aérien dans la région de New York est structuré. Au niveau supérieur, l'ensemble des États-Unis est subdivisé en 22 secteurs différents, chacun étant régi par un centre de contrôle du trafic aérien en route, ou ARTCC. Le ARTCC de New York contrôle le trafic au-dessus de la ville de New York et de Long Island, ainsi que des parties de plusieurs États voisins, et il est bordé par le ARTCC de Boston au nord et le ARTCC de Washington au sud. Si un avion se dirige vers un aéroport situé dans le ARTCC de New York, alors à mi-chemin de sa descente, il sera transféré à une installation de contrôle intermédiaire connue sous le nom de Terminal Radar Approach Control. Le travail du Terminal Radar Approach Control est de prendre les avions en descente de l'espace aérien de haut niveau et de les canaliser dans une toile d'approche désignée pour chacun des 38 aéroports de la région de New York, qui à cette époque comprenaient Newark, JFK et LaGuardia. Maintenant, le Terminal Radar Approach Control gère également les avions partant de ces aéroports et les place dans des couloirs de départ qui les éloignent des couloirs d'approche. Une fois qu'un avion est établi sur une approche vers un aéroport, le Terminal Radar Approach Control transfère alors le contrôle à la troisième et dernière étape qui est la tour de contrôle du trafic aérien. Pour les avions à destination de JFK, la tour Kennedy prendra le relais du Terminal Radar Approach Control uniquement pour les dernières minutes de chaque vol, le temps de les autoriser à atterrir. Quoi qu'il en soit, pour des raisons de contrôle du flux, les superviseurs de tour à chaque grand aéroport de New York rapportent généralement leur capacité estimée aux spécialistes du contrôle du flux Terminal Radar Approach Control qui coordonnent ensuite les taux d'acceptation avec le centre de contrôle du flux central. Donc, par exemple, si le contrôle du flux sait que 40 avions à destination de JFK sont prévus pour arriver pendant une heure particulière et que la tour prévoit que leur taux d'acceptation pendant cette période ne serait que de 35 avions par heure, eh bien, le contrôle du flux peut alors adapter la demande à la capacité en disons à Chicago de retarder le décollage de 5 vols à destination de JFK d'une heure, mais le contrôle du flux US n'a le pouvoir d'émettre des retenues au sol que pour les avions partant des États-Unis, pas pour les avions arrivant de l'étranger, ce qui vaut la peine d'être rappelé. Maintenant, le matin où cette histoire a eu lieu, les spécialistes du Terminal Radar Approach Control ont signalé au contrôle du flux que les conditions météorologiques prévues entraîneraient probablement un taux d'acceptation à JFK aussi bas que 28 avions par heure. Mais le contrôle du flux voulait un taux d'acceptation de 32 avions par heure, car plus de 50 vols à destination de New York en provenance d'Europe avaient déjà décollé et arriveraient à JFK pendant l'après-midi, et ces avions devraient atterrir quoi qu'il arrive. Ce qui signifiait que si le taux d'acceptation était trop bas, alors la plupart des vols domestiques devraient être retenus au sol pendant de longues périodes, pendant que le retard des vols internationaux était résorbé et le contrôle du flux voulait éviter cela si possible.
Malgré les avertissements des spécialistes du Terminal Radar Approach Control, le spécialiste du contrôle du flux central en charge du programme de New York a donc décidé que le programme supposerait un taux d'acceptation à JFK de 33 avions par heure. Le spécialiste a expliqué qu'à un taux de 33 par heure, le retard moyen au sol pour les vols intérieurs vers JFK serait de 2h13 et cela augmenterait à 3h10 si le taux d'acceptation était réduit à 30, 28 était complètement hors de question. Lorsque le spécialiste du Terminal Radar Approach Control a protesté, le contrôle de flux a répondu qu'il ne pouvait pas imposer des retards au sol de 3 heures, même s'il n'allait pas obtenir ce qu'il voulait. Donc, essentiellement, ce que le contrôle de flux a fait ici, c'était de libérer sciemment plus d'avions à destination de JFK que l'aéroport n'était censé pouvoir gérer. Ceci en sachant que certains de ces vols devraient entrer dans de longues attentes en vol ou même être déviés vers des aéroports alternatifs. Cela a probablement été fait parce que des retards au sol de 3 heures obligeraient les compagnies aériennes à commencer à annuler des vols, provoquant un chaos de voyage à travers tout le pays. Et comme nous le verrons bientôt, cette décision aura bientôt des conséquences imprévues. Comme la journée avançait, le temps à New York s'est dégradé et les contrôleurs aériens ont eu du mal à atteindre le taux d'acceptation prévu de 33 avions par heure. Au moment où le vol Avianca 052 a quitté Medellín à 15h08, le spécialiste du Terminal Radar Approach Control avait déjà averti à plusieurs reprises le contrôle du flux que le programme ne fonctionnait pas et que les avions entraient maintenant en attente en vol en attendant leur tour pour atterrir. Et puis, à 16h, le temps à New York s'est rapidement dégradé encore plus. Jusqu'à ce point, les avions atterrissaient sur les pistes parallèles 2 de droite et 2 de gauche de JFK. Mais maintenant, la visibilité était tombée en dessous des minimums pour la 2 de droite, réduisant l'aéroport à une seule piste utilisable. Cette soudaine dégradation avait été prévue par les prévisions, mais le timing s'est avéré complètement faux, avec le mauvais temps arrivant 4 heures plus tôt. Il est donc devenu impératif pour le centre de contrôle de flux central de réduire le taux d'acceptation prévu et d'émettre un arrêt généralisé au sol pour les voyages à destination de New York. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. Alors que les avions continuaient de décoller de New York, l'embouteillage aérien s'est aggravé. Et à 16h30, il y avait 39 avions en attente d'atterrissage à JFK, tandis que le nombre réel d'atterrissages par heure était tombé à moins de 30. À 18h, le ARTCC de New York était tellement plein que de nombreux avions étaient également en attente dans le ARTCC voisin de Washington, et certains vols ont également été contraints de dévier vers des aéroports alternatifs. Et pendant que cela se produisait, le vol Avianca 052 avait décollé et se dirigeait maintenant vers le nord, droit vers ce cauchemar de trafic en escalade, les pilotes à bord n'ayant probablement aucune idée de ce qui se passait. Normalement, lorsque nous prévoyons des conditions météorologiques défavorables et des retards, nous, les pilotes, restons en contact permanent avec notre compagnie et d'autres sources pour obtenir les dernières informations sur le trafic aérien, la météo et planifier des mesures d'urgence. Nous demandons parfois au contrôle aérien les dernières conditions météo pour maintenir notre conscience situationnelle à jour. Mais sur le vol Avianca 052, rien de tel ne s'est apparemment produit. Et pour comprendre pourquoi, nous devons parler un peu plus de la manière dont ce vol a été initialement dispatché. Vous voyez, un problème majeur ici semble avoir été que les pilotes du vol 052 ont reçu des prévisions météorologiques qui étaient déjà obsolètes de 9 à 10 heures. Cela signifie que les prévisions pour JFK indiquaient une visibilité d'1 mile sous la pluie avec un ciel couvert à 800 pieds et des rafales de vent allant jusqu'à 30 nœuds. Assez mauvais, mais toujours au-dessus des minimums. La prévision pour leur aéroport de déroutement, Boston, était encore pire, indiquant une visibilité de 3/4 de mile sous la pluie, des nuages couverts à 500 pieds et des rafales de vent allant jusqu'à 25 nœuds. Et sachant cela, vous vous demandez peut-être déjà pourquoi Boston a été choisi comme alternative du tout. Et c'est une très bonne question. Il s'avère que le sous-traitant qui a rédigé les plans de vol d'Avianca utilisait un système informatique qui inscrivait automatiquement Boston comme aéroport alternatif pour chaque vol à destination de JFK, sans vérifier réellement quel temps il faisait. Et les répartiteurs d'Avianca n'ont alors pas vérifié si l'alternative était appropriée ou non. Maintenant, les propres procédures d'Avianca exigent que l'aéroport alternatif devrait avoir au moins un plafond de nuages de 1000 pieds et une visibilité de 10 km ou 6,2 miles, ce qui n'était clairement pas le cas ici.
Pour être honnête, les pilotes auraient dû remarquer cela lors de la vérification des documents de répartition. S'assurer d'avoir un aéroport alternatif approprié est une partie cruciale de nos devoirs avant le vol. Mais dans l'ensemble, il semble que tout le monde dans ce scénario se contentait de suivre le mouvement. Donc cette question importante n'a même jamais été soulevée. Si les pilotes avaient remarqué le mauvais temps, ils auraient facilement pu changer l'alternative pour Buffalo ou Syracuse à la place, qui respectait les exigences météorologiques, mais cela ne s'est jamais produit. Maintenant, en plus de cela, les pilotes auraient pu et auraient dû demander des informations météorologiques mises à jour en cours de route, mais pour une raison presque inexplicable, ils ne l'ont pas fait non plus. Les enquêteurs ont par la suite examiné les communications avec le dispatch d'Avianca et chaque centre de contrôle du trafic aérien le long de la route du vol, mais il n'y avait aucune trace nulle part de demande pour la dernière météo à JFK faite par le vol. Nous ignorons pourquoi l'équipage n'a pas effectué cette partie cruciale de leur tâche. Cela pourrait s'expliquer par de la complaisance, ce qui justifierait aussi pourquoi ils n'ont pas demandé la situation du trafic à New York. Vous voyez, Avianca avait un contrat avec un centre de dispatch à Miami que l'équipage aurait pu appeler pour demander ces informations, mais ils ne l'ont jamais fait non plus et selon les dispatchers qui y travaillaient, ils entendaient rarement parler de l'équipage d'Avianca. Cela pourrait suggérer que la culture chez Avianca n'encourageait pas vraiment les pilotes à être très affirmatifs et à prendre le contrôle de leurs propres circonstances, et c'est quelque chose que nous allons voir à nouveau au fur et à mesure que cette histoire continue. Malgré tout, le vol 052 a poursuivi sa route vers le nord sans encombre durant plusieurs heures. Finalement, ils ont traversé Miami, Jacksonville et enfin le Washington ARTCC. C'est là qu'ils se sont soudainement retrouvés à l'arrière de la longue file d'attente pour l'arrivée à JFK. À 19h04, le Washington ARTCC a placé le vol 052 en attente au-dessus de Norfolk en Virginie, à 250 milles nautiques au sud de la destination. Et cela était dû au fait que non seulement tous les points de maintien dans la zone du New York ARTCC étaient déjà pleins, mais aussi les points de maintien du nord dans le secteur de Washington. Après avoir maintenu au-dessus de Norfolk pendant 19 minutes, le vol 052 a finalement été autorisé à continuer jusqu'à l'intersection de Bolton près d'Atlantic City, New Jersey, où le Washington ARTCC les a mis dans un second circuit d'attente à 19h43 afin d'attendre qu'un espace se libère dans le secteur de New York. Pendant cette période, les pilotes ont reçu plusieurs fois l'autorisation de descendre, ce qui a probablement maintenu l'impression qu'ils faisaient au moins quelques progrès. Mais à 20h09, après avoir maintenu à Atlantic City pendant 26 minutes, le copilote a finalement demandé à Washington des informations sur d'éventuels retards à Boston. Et c'était la première indication que l'équipage de vol commençait peut-être à être un peu préoccupé par leur situation. Malheureusement, l'enregistreur de voix du cockpit n'a capturé que les 40 dernières minutes du vol. Donc, nous ne savons pas de quoi l'équipage discutait à ce moment-là ou s'ils envisageaient réellement de dévier. Mais dans tous les cas, en réponse, le contrôleur de Washington a déclaré que Boston était ouvert et acceptait les vols et qu'il pouvait désormais s'attendre à 30 minutes supplémentaires de maintien dans l'espace aérien de New York pour JFK. À ce stade, le vol 052 avait déjà été maintenu pendant 45 minutes, ce qui est assez long, donc 30 minutes supplémentaires auraient certainement dû commencer à faire sonner des alarmes concernant leur niveau de carburant. Certes, les choses étaient différentes en 1990, mais aujourd'hui, en tant qu'équipage, nous convenons d'un niveau minimum de carburant pour la diversion. Et si nous prévoyons que nous allons nous approcher de ce niveau de carburant pour la diversion avant de commencer notre approche, alors nous pourrions décider de dévier immédiatement, même avant de tenter une approche vers notre destination, surtout si le temps est mauvais. Nous pouvons également décider de nous engager vers la destination et utiliser notre carburant de diversion pour l'attente, mais seulement si le temps et la situation sont si bons qu'un atterrissage est très probable. De nos jours, le calcul des niveaux de carburant prévus à tout point, y compris le carburant de diversion nécessaire, serait effectué par l'ordinateur de gestion de vol. Mais sur les Boeing 707 d'Avianca, c'était plutôt le rôle de l'ingénieur de vol. Mais il n'y a absolument aucune preuve que cela ait été fait lors de ce vol. Si un niveau de carburant de dérivation n'est pas établi, vous risquez d'attendre trop longtemps à destination. Et si le temps s'avère alors être terrible, vous pourriez vous retrouver coincé dans un coin sans issue. À 20h12, le Washington ARTCC a autorisé le vol 052 à continuer vers le nord dans le New York
l'ARTCC, où ils ont ensuite été autorisés à l'intersection Cameron à 39 miles au sud de JFK. Cameron était le point où les avions à destination de JFK étaient normalement transférés de l'ARTCC au Terminal Radar Approach Control. Mais ce jour-là, parce qu'il y avait plus d'avions dans l'espace aérien que les aéroports ne pouvaient gérer, les avions étaient plutôt empilés en motif de retenue au-dessus de Cameron à plusieurs niveaux de vol. Maintenant, parce que le travail du Terminal Radar Approach Control est de séquencer les avions pour l'approche, ils ne retiennent pas les avions dans leur espace aérien. Ils n'acceptent un nouvel avion que lorsqu'une place se libère dans la file d'attente d'atterrissage. Et le Terminal Radar Approach Control doit également maintenir une certaine distance entre les avions dans le couloir d'approche, afin que les vols ne commencent pas à se rattraper lorsque l'avion devant commence à ralentir pour l'approche. Ce jour-là, il y avait également un vent fort du sud, ce qui signifiait que les avions arrivant du sud auraient d'abord un fort vent arrière, jusqu'à ce qu'ils se retournent pour approcher la piste 2 de gauche. À ce moment-là, ce vent arrière deviendrait un vent de face, entraînant une énorme réduction de la vitesse au sol. Donc, à cause de cela, une plus grande séparation était également requise dans le couloir d'approche initial, prolongeant encore les retards. Cela signifiait que lorsque le vol Avianca 052 est finalement arrivé au-dessus de Cameron, ils étaient maintenant les derniers en ligne à être introduits dans le Terminal Radar Approach Control. Et lorsque vous avez, disons, 8 avions devant vous et qu'il faut à chacun d'eux 5 minutes pour couvrir la distance de séparation avant que le prochain avion puisse quitter la retenue, eh bien alors vous êtes confronté à un retard minimum de 40 minutes. Tout cela était apparent pour les contrôleurs du Terminal Radar Approach Control, mais pas tellement pour l'équipage d'Avianca, qui semblait vraiment n'avoir aucune idée de la gravité de ces retards. À 20h18, lorsque le vol 052 est arrivé au-dessus de Cameron à 14 000 pieds, le ARTCC de New York a informé l'équipage qu'il devait s'attendre à une nouvelle autorisation à 20h30, soit dans environ 12 minutes. Il est fort probable que l'équipage de bord a cru que c'était le moment où il serait enfin autorisé à l'approche. Mais ce n'est pas ce que signifiait réellement une heure d'attente pour une nouvelle autorisation. Le contrôleur ignorait quand le vol 052 serait autorisé à l'approche, mais il prévoyait de leur donner l'autorisation de descendre davantage à 20h30. Il est probable que l'équipage d'Avianca n'a pas compris cela, et plus tard, les enquêteurs colombiens ont souligné que si une heure d'attente pour une nouvelle autorisation ou un temps EFC ne se réfère pas à l'heure à laquelle l'avion serait autorisé à l'approche, alors quel était le but de ce EFC? Et je suis plutôt d'accord avec cela. C'est probablement la raison pour laquelle nous n'utilisons plus les EFC. Au lieu de cela, les contrôleurs nous donnent aujourd'hui seulement une heure d'approche prévue, ou si cette heure est inconnue. Ils diront quelque chose comme indéfini ou attente indéterminée. Si à ce stade, l'équipage du vol 052 avait été informé d'une attente indéfinie, ils auraient peut-être décidé de dévier immédiatement vers leur alternative, ou du moins d'élaborer un plan de contingence, mais cela ne s'est pas produit. Et si les pilotes avaient demandé les dernières informations sur les conditions à JFK, ils auraient appris que le temps était maintenant bien pire que prévu. En fait, la visibilité était juste autour de leur minimum d'atterrissage et était combinée avec des vents forts et de la pluie. En fait, à 20h35, JFK a informé le contrôle de flux que 20% de tous les vols qui ont tenté d'approcher la piste 2 de gauche ont été forcés de faire un tour en raison de la faible visibilité. Donc ce n'était certainement pas le moment de s'engager vers cet aéroport spécifique. Mais ici, il semble que les pilotes soient tombés dans le piège de croire qu'une approche vers JFK était juste au coin de la rue et qu'une fois qu'ils seraient autorisés pour l'approche, tous leurs problèmes seraient résolus. Alors que leur premier temps EFC de 20h30 approchait, le contrôleur a fourni un nouveau temps EFC de 20h39 tout en autorisant également le vol à descendre à 11 000 pieds. Maintenant, l'équipage a accepté cela sans protestation, pensant probablement qu'il pouvait encore attendre 9 minutes de plus et en plus, il recevait d'autres autorisations. Donc, clairement, il faisait des progrès, n'est-ce pas? Or, l'heure de 20h39 est passée sans qu'aucune nouvelle autorisation ne soit donnée. C'est à peu près à ce moment-là que l'équipage du vol a probablement commencé à se préoccuper sérieusement de leur niveau de carburant, alors qu'en réalité, ils auraient dû y penser depuis au moins une heure à ce stade. Ils avaient maintenant été en attente à 3 endroits différents pendant un total d'1 heure et 9 minutes, et cela signifiait qu'ils avaient utilisé tout le carburant pour la portion en route, plus la plupart du carburant de contingence et du carburant de déroutement qu'ils avaient à bord.
En fait, juste pour atterrir à JFK, ils devraient maintenant puiser dans leur réserve finale de carburant qui n'est jamais censé être utilisé, sauf en cas de véritable urgence. Si nos calculs indiquent que nous devrons utiliser du carburant de réserve, nous devons immédiatement déclarer une urgence au contrôle aérien en disant « Mayday, 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 carburant ». En faisant cela, nous indiquons sans équivoque au contrôle aérien que nous devons déplacer tous les autres avions hors de notre chemin, afin que nous puissions atterrir immédiatement. Et il y avait en fait 3 mots qui auraient pu obtenir cette réponse de la part du contrôle aérien à l'époque. Et ces mots étaient urgence Mayday et aussi Pon Pon. À ce moment, l'équipage d'Avianca pouvait utiliser n'importe lequel de ces termes. Et s'il l'avait fait, eh bien alors l'issue de l'histoire aurait pu être très différente. Mais au lieu de ça, l'équipage a continué d'attendre au-delà de leur heure EFC jusqu'à 20h44, moment où le ARTCC de New York a transmis une nouvelle heure EFC, fixée à 21h05. À ce stade, les pilotes ont dû réaliser que s'ils n'obtenaient pas d'autres autorisations avant 21h05, ils pourraient en fait manquer de carburant même avant d'atteindre l'aéroport. En réponse à ce nouvel EFC, le copilote a maintenant transmis « Nous devons établir des priorités ». Maintenant, je veux faire une pause ici pour une seconde et discuter de l'utilisation de ce mot « priorité ». Vous voyez, la priorité confère un certain sentiment d'urgence, mais en général, les contrôleurs supposent que si la situation était une véritable urgence, les pilotes utiliseraient plutôt l'un des 3 mots que j'ai mentionnés précédemment. Cela signifiait que si vous demandiez la priorité, vous pourriez recevoir un traitement favorable, mais le contrôleur ne lâcherait probablement pas tout pour vous amener à la piste aussi rapidement que physiquement possible. Les documents de Boeing relatifs à la gestion du carburant sur le 707 conseillaient en fait aux pilotes de demander la priorité au contrôle du trafic aérien chaque fois qu'ils opéraient avec peu de carburant. Et d'autres pilotes d'Avianca ont témoigné que leurs collègues qui avaient suivi une formation directement avec Boeing, ce qui inclut le copilote de ce vol, ont eu l'impression que le mot « priorité » dans une situation de faible carburant entraînerait le même comportement du contrôle du trafic aérien que le mot « urgence ». C'est très important à comprendre car cela explique en réalité beaucoup ce qui s'est passé ensuite ici. En réponse à la demande de priorité du copilote, le contrôleur du ARTCC de New York a maintenant demandé « Combien de temps pouvez-vous tenir et quelle est votre alternative ?» Le copilote a répondu « Oui, monsieur, nous pouvons tenir environ 5 minutes, pas plus. » Il voulait probablement dire que s'il n'approchait pas dans les 5 minutes, il manquerait de carburant pour atteindre la piste. Cependant, le contrôleur a plutôt demandé quelle était son alternative en réponse à ces propos inexacts. À quoi le copilote a répondu « Ah, nous avons dit Boston, mais c'est plein de trafic, je pense. » Le contrôleur lui a demandé de répéter ce dernier message, et le copilote a alors dit « C'était Boston, mais nous ne pouvons pas le faire maintenant. Nous sommes à court de carburant maintenant. » Pendant ce temps, à l'ARTCC, un contrôleur de transfert chargé d'organiser les transferts entre l'ARTCC et le terminal Radar Approach Control avait entendu la demande de priorité du copilote et avait immédiatement appelé le terminal Radar Approach Control pour savoir s'il pouvait accueillir le vol 052. Alors que son collègue continuait de parler avec le copilote, le contrôleur de transfert a dit au terminal Radar Approach Control Avianca 052 venant de Cameron ne peut faire que 5 minutes de plus en attente. Pensez-vous pouvoir le prendre ou devrais-je le préparer pour son alternatif? Et dans une tragique coïncidence, il n'a pas entendu le copilote dire qu'il ne pouvait plus atteindre Boston puisqu'il avait déjà déplacé son attention vers l'appel du terminal Radar Approach Control à ce moment-là. Le contrôleur a donc cru que quand le copilote a dit pouvoir attendre seulement 5 minutes de plus, il voulait dire qu'après ce délai, il devrait se dérouter, alors qu'il signifiait en fait qu'en attendant plus de 5 minutes, il risquait de ne même pas atteindre JFK. De plus, le contrôleur de transfert n'a pas informé le terminal Radar Approach Control que le vol 052 avait demandé la priorité, une deuxième erreur de communication critique. À cause de tout cela, la connaissance cruciale que le vol 052 ne pouvait pas atteindre son alternatif a été complètement perdue lors du transfert. Moins d'1 minute plus tard, le ARTCC de New York a autorisé le vol 052 à sortir du circuit d'attente et a contacté le terminal Radar Approach Control et quelques instants plus tard, ils étaient sortis de l'attente et se dirigeaient vers JFK.
Cela a probablement convaincu les pilotes qu'ils étaient maintenant prioritaires, alors qu'en réalité, ils ne l'étaient pas. En réalité, le contrôleur du Terminal Radar Approach Control avait simplement choisi de prendre Avianca par la suite, ne jugeant pas nécessaire une action spéciale supplémentaire. Cette incompréhension a aussi été constatée peu après le début de l'enregistrement vocal dans le cockpit. Vous voyez, parce que le vol 052 avait été sorti de la retenue tôt, ils n'avaient pas la séparation appropriée avec l'avion devant. Donc, à 20h54, le contrôleur aérien leur a ordonné de tourner à droite, cap 220, je vais devoir vous faire tourner, monsieur. Et cela était, à toute fin pratique, un autre motif de retenue. Si le vol 052 avait déclaré une urgence, le contrôleur aurait ordonné aux autres avions de se dégager au lieu de leur donner une orbite à ce stade. Donc, cela aurait dû être une preuve claire pour les pilotes qu'ils ne recevaient pas le type d'assistance dont ils avaient besoin. Mais au lieu de protester, ils l'ont simplement accepté sans aucune autre question ou appel. Il faut noter ici que le commandant de bord ne pouvait soit pas comprendre les transmissions du contrôleur à cause d'une barrière linguistique, soit il ne portait pas son casque ou autre chose, car le copilote devait lui répéter chaque instruction. Le copilote a donc simplement donné le cap autorisé sans expliquer les actions et motivations réelles du contrôleur. Avec le pilote automatique en panne, le commandant de bord aurait dû se concentrer principalement sur le pilotage manuel. Le pilote automatique réduit la charge de travail du pilote. Sans lui, la charge supplémentaire de piloter l'avion réduit la capacité à se concentrer sur d'autres tâches comme l'analyse du contrôle aérien, la situation du carburant ou l'écoute de transmission en langue étrangère. Dans ce cas, le commandant de bord a simplement piloté l'avion à travers cette orbite comme s'il n'y avait rien d'autre à faire. Cette manœuvre a coûté environ 6 minutes au vol 052, dépassant le temps que le pilote avait estimé pouvoir tenir. Maintenant, si la RTCC leur avait dit d'attendre 6 minutes, ils auraient peut-être dit non, mais maintenant, ils croyaient probablement qu'ils recevaient un traitement prioritaire, parce qu'ils devaient, d'une manière ou d'une autre, rationaliser que c'était le moyen le plus rapide d'arriver à la piste, même si ce n'était évidemment pas le cas. Quoi qu'il en soit, pendant l'orbite, le contrôleur leur a aussi annoncé d'autres mauvaises nouvelles. Un cisaillement de vent était signalé à l'approche, avec un changement de vitesse du vent de 10 nœuds à 457,5 mètres, puis à nouveau à 152,4 mètres. Dans le cockpit, le commandant de bord a demandé ce que signifiait le cisaillement de vent, et le copilote a répété la transmission du contrôleur en espagnol. Après que le contrôleur leur ait parlé du cisaillement du vent, les pilotes se sont branchés sur le système d'information terminal automatique pour copier la dernière météo. Et cela indiquait qu'il y avait maintenant un plafond de nuages indéfini à 200 pieds, une visibilité d'un quart de mile, une légère bruine et du brouillard et des vents du sud-ouest à 17 nœuds. En résumé, les conditions étaient si mauvaises qu'un atterrissage réussi n'était pas assuré. Les pilotes étaient bien conscients de leur situation critique en matière de carburant à ce stade, car l'enregistreur vocal du cockpit a maintenant capturé le mécanicien de vol, énonçant les procédures anormales pour un vol avec moins de 1000 livres de carburant dans chacun des 4 réservoirs principaux. Vous voyez, lorsque les réservoirs sont presque vides, un changement d'inclinaison trop brusque peut provoquer un déplacement du carburant loin des entrées de pompe à carburant, entraînant une extinction du moteur. Donc, l'équipage devait être prudent ici. À ce stade, un sentiment croissant de crainte devait probablement s'installer dans l'estomac des pilotes, et la situation était sur le point de devenir bien pire. Le vol 052 a reçu un traitement normal pendant plusieurs minutes, avec des autorisations progressives à des altitudes de plus en plus basses et des vecteurs vers l'approche finale, comme tout autre avion dans la séquence d'atterrissage. Pendant ce temps, les pilotes insistaient toujours auprès d'eux-mêmes qu'ils recevaient effectivement un traitement spécial. Comme l'a dit le copilote, il nous accommode. Et l'ingénieur de vol a déclaré « Ils savent déjà que nous sommes dans un mauvais état ». Le copilote a également tenté de rassurer le commandant de bord en ajoutant « Il nous donne la priorité », mais en réalité, il ne le faisait pas. À 21h11, le contrôleur final de Tracon a autorisé le vol 052 à intercepter l'approche ILS pour la piste 2 de gauche et leur a ensuite demandé de contacter la tour. Ils ont rapidement réussi à intercepter le localisateur pour s'aligner avec la piste et ont ensuite commencé à préparer également l'interception de la pente de descente. Ce serait la partie la plus difficile car sans pilote automatique et sans mode d'approche sur le directeur de vol, le commandant de bord devrait, comme mentionné précédemment, effectuer l'approche en utilisant uniquement des instruments de données brutes.
Avec des cisaillements de vent signalés, une faible visibilité, un vol manuel sur des données brutes et un carburant extrêmement bas, c'était presque certainement l'approche la plus difficile que ce commandant de bord ait jamais effectuée, et c'était définitivement celle avec les enjeux les plus élevés. Leur niveau de carburant était si bas que s'ils échouaient cette première tentative d'atterrissage, une seconde approche serait quasiment impossible. Ils devaient absolument réussir cette approche. Dans le cockpit, le commandant de bord continuait d'avoir du mal à comprendre ce que disaient ses collègues et à un moment donné, il a même réprimandé le copilote et lui a dit « Dis-moi les choses plus fort parce que je n'entends pas ». Et c'était un signe clair qu'il était sous une pression extrême à ce stade. À 21h18, le vol 052 a entamé sa descente finale, les pilotes déployant les volets au maximum à 50 degrés et sortant le train d'atterrissage. Il s'avérera plus tard que le volet 50 n'était en fait pas autorisé avec les kits spéciaux d'insonorisation de ce 707 à cause du bruit, et la traînée supplémentaire de ce réglage de volet a probablement rendu le travail du commandant de bord encore plus difficile. Devant eux, un autre avion a maintenant rencontré un cisaillement de vent significatif, pire que ce que le contrôleur avait précédemment signalé, mais cette information n'a jamais été transmise. Dans le cockpit, le commandant de bord essayait de suivre la pente de descente, mais il le faisait avec un taux de descente trop élevé, probablement à cause d'un vent de face de 60 nœuds qui les faisait avoir une vitesse au sol inférieure à la normale. À cause de cela, ils ont rapidement commencé à descendre en dessous de la pente. Le copilote a appelé des corrections, auxquelles le commandant a fini par surcorriger, ce qui est facile en volant avec des données brutes. Souvenez-vous, il n'avait pas de directeur de vol pour lui indiquer les altitudes à respecter comme d'habitude. À 21h20, la tour de contrôle de Kennedy a autorisé le vol 052 d'Avianca à atterrir et a signalé que le vent était désormais de 90 degrés à 20 nœuds. Donc avec ce vent de face de 60 nœuds qu'ils avaient à leur altitude actuelle, cela signifiait que quelque part dans les prochaines minutes, ils subiraient une diminution de 40 nœuds du vent, dans ce qu'on appelle un cisaillement de vent négatif. Un cisaillement de vent positif augmente la vitesse de l'air et soulève l'avion. Une perte soudaine de vent de face a l'effet inverse, diminuant la vitesse de l'air et provoquant une descente de l'avion. Alors qu'ils passaient à travers 1000 pieds, le copilote avertissait à plusieurs reprises qu'ils étaient légèrement en dessous de la trajectoire de descente. Le commandant de bord corrigeait alors trop au-dessus, puis en dessous de la trajectoire, ayant du mal à suivre les indications des données brutes. Sous la trajectoire de descente, le copilote a réitéré son avertissement. Et puis soudainement, à 21h22, le vent de face a diminué de 30 ou 40 nœuds en quelques secondes, provoquant une descente rapide de l'avion. « C'est le cisaillement du vent », s'est exclamé le copilote, accompagné de l'alerte de proximité du sol qui s'est activée, émettant un bruit strident. « Pente de descente, attention, taux de descente. » 500 pieds, a ensuite annoncé le copilote. Ils étaient maintenant très bas sur l'approche. À 1,5 miles avant la piste, ils sont descendus à seulement 200 pieds au-dessus d'un quartier résidentiel. L'alarme de proximité du sol a retenti 13 fois distincte, alors que l'équipage de vol cherchait désespérément la piste à travers la pluie et le brouillard. Mais avec un plafond nuageux à 200 pieds et une visibilité d'un quart de mile seulement, ils n'ont pu l'apercevoir. Des cris désespérés retentissaient dans le cockpit, le commandant de bord s'exclamant « Où est la piste ?» Et le copilote répondait sans cesse « Je ne la vois pas, je ne la vois pas ». Et c'est à ce moment que le commandant de bord a eu la terrible réalisation qu'il ne pourrait pas atterrir. N'ayant pas d'autre choix, il a fait demi-tour en espérant le meilleur. Il a alors fait l'appel fatidique, rentré le train d'atterrissage. À ce stade, le vol 052 n'avait qu'environ 10 minutes de carburant restant, donc même en faisant immédiatement demi-tour vers le marqueur extérieur pour répéter l'approche finale, il était peu probable qu'ils y seraient parvenus. Mais s'ils voulaient avoir une chance de survie, ils devaient au moins essayer. Essayer de remettre rapidement cet avion sur l'approche, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors que le commandant amorçait le demi-tour, il a demandé au copilote de requérir un nouveau circuit de trafic, tandis que l'ingénieur de vol le prévenait d'y aller en douceur pour éviter les projections de carburant et les extinctions de flammes. Lors d'une approche manquée, le copilote d'Avianca 05 de Heavy a contacté Canada Tower, qui leur a ordonné de tourner à gauche vers une direction sortante et de monter à 2000 pieds l'altitude d'interception ILS.
Entendant cette transmission, le commandant de bord a commencé à dire « Nous n'avons pas de carburant, mais le copilote a simplement répété l'autorisation et n'a pas protesté davantage. » Le commandant de bord a ajouté qu'il ignorait ce qui était arrivé avec la piste, ne l'ayant pas vue. Et il a ensuite ajouté « Dites-leur que nous sommes en urgence. » Par radio, le copilote a maintenant dit à la tour Kennedy « Nous manquons de carburant », mais il n'a toujours pas utilisé le mot « urgence ». Et le contrôleur de la tour n'a pas non plus demandé combien de carburant il leur restait réellement. Le commandant a insisté « Dites-lui l'urgence. » Vous lui avez dit ? À quoi le premier copilote a répondu « Oui, monsieur, je l'ai déjà informé », ce qui est le plus grand indicateur que nous avons, que le copilote croyait que sa demande de priorité avait vraiment transmis leur état d'urgence au contrôle de la circulation aérienne. En fait, jusqu'à ce que le copilote dise que nous manquons de carburant, ni le terminal radar approach control, ni le contrôleur de la tour ne savaient que le vol 052 avait un problème de carburant. Pendant que l'avion sortait du virage, la tour leur a dit de contacter le terminal radar approach control pour une nouvelle séquence, ce qui ne serait pas arrivé si le contrôleur pensait qu'ils étaient vraiment en situation d'urgence. Et encore une fois, le copilote s'est contenté d'accéder à cette requête. Peu après que l'équipage ait signalé une approche manquée, le contrôleur Terminal Radar Approach Control leur a demandé de monter à 3000 pieds pour les remettre dans la file d'attente d'approche. Le commandant de bord a dit au copilote de lui signaler que nous n'avons pas de carburant, mais le copilote n'a fait qu'accuser réception de l'instruction de monter tout en ajoutant « Nous manquons de carburant, monsieur ». Monter à 3000 pieds ne ferait que gaspiller leur carburant et éliminerait la mince chance qu'ils avaient encore. Malgré tout, le commandant de bord a obéi et ils ont entamé l'ascension. Le contrôleur a maintenant également dit « Avianca 052 lourd. Je vais vous amener à environ 15 000 au nord-est, puis vous ramener vers l'approche. Est-ce que cela vous convient et votre carburant ?» Et avant de répondre, l'ingénieur de vol a commenté que le contrôleur semblait en colère et le copilote a donc répondu timidement « Je suppose que oui, merci beaucoup. » Et puis, pendant un moment après cela, il n'y avait que le silence dans le cockpit. Maintenant, en aviation, nous avons ce concept des 5 attitudes dangereuses. Anti-autorité, impulsivité, invulnérabilité, macho et résignation. Et ce dernier, c'est celui dont je veux parler ici. La résignation est ce sentiment qu'il n'y a de toute façon rien que vous pouvez faire, alors pourquoi même essayer ? Ce qui est un vrai problème, car en tant que pilote, lorsque vous êtes dans un scénario cauchemardesque, comme celui-ci, continuer à essayer aussi fort que vous le pouvez est vraiment la seule chose que vous pouvez faire. Je pense que ces pilotes ont montré des signes de résignation avant la remise des gaz en acceptant des instructions qui ont aggravé leur situation en carburant et même lors de la planification du vol. Les pilotes doivent s'assurer qu'ils restent en contrôle des événements, au lieu de laisser les événements les contrôler. Ce que cet équipage a définitivement fait ici, se laissant porter par le courant et le cours des événements. Certes, le commandant de bord était probablement saturé de tâches et il n'avait pas de formation CRM, mais cela n'explique toujours pas pourquoi ils sont restés si relativement passifs tout au long de cela. À 21h32, les jauges de carburant proches de zéro, le vol 052 a entamé son virage de base pour intercepter le localisateur et effectuer une deuxième approche. Peu après, les réservoirs de carburant se sont vidés et les moteurs ont successivement cessé de fonctionner. Au milieu du bruit de la réduction des moteurs, l'ingénieur de vol a crié « Extinction de flammes sur le moteur 4 », puis quelques secondes plus tard, il a ajouté « Extinction de flammes sur les moteurs 3, 2 et 1 ». Sachant que les moteurs restants pourraient tomber en panne à tout moment, le commandant de bord a désespérément crié « Montrez-moi la piste !» mais ils étaient encore à 15 miles de l'aéroport à ce moment-là, au-dessus de la côte nord de Long Island. Par radio, le copilote a maintenant supplié « Nous venons de perdre 2 moteurs et nous avons besoin de priorité, s'il vous plaît. » Mais bien sûr, il était maintenant beaucoup trop tard. Le contrôleur leur a donné un dernier cap pour intercepter le localisateur et lorsque l'équipage a reconnu cela, c'était la dernière chose que quiconque a entendu du vol Avianca 052. À bord, l'enregistreur vocal du cockpit a capturé les pilotes en train de régler leurs instruments pour l'approche, mais ensuite, l'enregistrement s'est interrompu brusquement alors que les moteurs 1 et 2 manquaient également de carburant et s'éteignaient, supprimant la dernière source d'alimentation électrique de l'avion.
Sans moteur ni alimentation électrique, les lumières se sont également éteintes alors que le bruit des moteurs s'estompa et qu'un silence étrange s'est abattu sur le Boeing 707. Glissant à travers le vent et la pluie hurlant, les pilotes ne pouvaient rien faire d'autre qu'espérer atterrir quelque part plat et ouvert, mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. À 21h34, le vol 052 d'Avianca s'est écrasé nez en avant contre un flanc de colline boisé dans le village de Cove Neck sur Long Island, entraînant la rupture du fuselage en 3 morceaux alors que l'ensemble de l'avion s'est arrêté brusquement. La section avant a été catapultée par-dessus une colline et à travers un jardin, tandis que le fuselage principal s'est arrêté sur une pente d'environ 45 degrés, avec sa queue reposant sur une route résidentielle. À l'intérieur de la cabine, la force extrême de l'impact a provoqué le plissement des sièges et leur arrachage du sol, projetant les passagers contre les parois de la cabine avec des résultats dévastateurs. Parmi les 158 passagers et membres d'équipage, le crash a tué 73 personnes, dont les 3 pilotes et 5 des 6 membres d'équipage de cabine. Et parmi les 85 survivants, tous sauf 2 nourrissons ont été gravement blessés avec de multiples fractures, de graves blessures à la tête et de nombreuses autres formes de traumatisme. Mais comme il n'y avait pas de carburant, il n'y avait pas non plus de feu. Dans son rapport final, le Conseil national de la sécurité des transports a déterminé que la cause de l'accident était le manque de gestion adéquate du carburant par l'équipage de vol et leur incapacité à communiquer la situation d'urgence au contrôle aérien. Parmi les facteurs contributifs, on compte l'échec de l'équipage à demander des informations mises à jour sur la situation dans la région de New York, une mauvaise gestion du flux de trafic par le centre de contrôle de flux et la grande difficulté de l'approche manuelle des données brutes par mauvais temps, sous stress. Cela a empêché l'équipage d'atterrir l'avion à la première tentative. Dans les années suivantes, le crash du vol Avianca 052 est devenu un moteur essentiel d'amélioration de la sécurité aérienne mondiale, touchant de multiples domaines de l'aviation. En plus de réformer la manière dont les délais d'autorisation supplémentaires sont délivrés, les contrôleurs aériens sont désormais beaucoup plus fortement encouragés à demander plus d'informations à l'équipage d'un vol s'ils soupçonnent qu'il pourrait y avoir un problème avec le carburant. Et l'Organisation de l'aviation civile internationale a établi les premières normes mondiales unifiées pour l'anglais des aviateurs afin de garantir que les pilotes du monde entier puissent communiquer efficacement dans la langue de l'aviation. Ce crash et d'autres accidents survenus à la même période, y compris la catastrophe aérienne de Kegworth, ont également conduit la FAA à mettre en place de nouvelles normes pour la conception des sièges d'avion afin de garantir que les sièges puissent résister à un impact allant jusqu'à 16 G et rester en position même en cas de dommages graves au sol. Et cet accident perdure également comme une étude de cas pour nous, les pilotes, sur la façon dont l'équipage peut se laisser tomber dans une situation dont il n'y a pas d'échappatoire simplement en faisant une série d'hypothèses passivement favorables sur la situation. Cette tragédie est en fait un excellent exemple de pourquoi nous devrions toujours prévoir des mesures d'urgence et évaluer constamment, puis réévaluer nos options face à des circonstances changeantes. Et c'est en fait un bon conseil pour toute situation dans la vie, y compris pour vous aussi. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. J'adore avoir de vos nouvelles. Si vous voulez voir ma prochaine vidéo avant tout le monde, alors allez sur patreon.com/join/mentorpilot et inscrivez-vous. Regardez cette vidéo ensuite, elle est vraiment très cool. Mon nom est Peter Ernfeld et vous regardez Mentor Pilot. Passez une journée absolument fantastique et on se voit la prochaine fois. Au revoir.